Je vais lire des livres qui ont été censurés, ou en tout cas qui ont fait beaucoup parler d'eux, je vous expliquerai pour chaque livre. Bonjour et bienvenue, ici votre beau vieux Jeannot. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog lecture. Je suis chez mes parents pendant quelques jours, donc je me suis dit que j'allais en profiter, me poser pour lire. Il fait beaucoup trop chaud en Bretagne finalement, alors que j'avais pris que des gros pulls. Dans l'ordre, attention, alors déjà on a le Cid de Corneille. Regardez, c'est l'exemplaire de mon papa quand il était au collège, j'ai écrit 4e. Je trouve ça trop chou. Donc on a le Cid de Corneille que j'ai d'ailleurs étudié au bac, c'était un grand moment. Je l'ai pas étudié en entier, j'ai eu genre juste un passage que j'ai dû étudier pour le bac. Je l'ai eu en oral blanc de bac et je l'ai eu le jour du bac. C'est un texte qui me saoulait. J'avais une très mauvaise image donc j'avais pas du tout envie de le lire, mais je me suis dit allez Jeanne, passe au-dessus. Donc il y a ça. Ensuite nous avons Madame Bovary de Flaubert. Pareil, j'ai peut-être pu l'étudier à quelques moments mais je l'ai jamais lu en entier. Et lui c'est celui qui me fait le plus envie de toute la liste, je vous avoue. Et un dernier qui m'intrigue pas mal, c'est J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian. J'ai pris volontairement des livres qui avaient à chaque fois un siècle d'écart, pour que ça nous donne un petit peu une idée de historiquement comment est-ce que ça fonctionnait la censure ou en tout cas les critiques autour des livres. Ça fait hyper longtemps que j'avais envie de faire une vidéo autour de ça puisque déjà j'avais fait une vidéo sur ma chaîne qui vous avait beaucoup plu à ce sujet au tout début de ma chaîne, donc voilà, c'est un petit revival. Et aussi puisque le sujet de la censure est très présent et très d'actualité. On voit souvent des trucs sur les Américains, leurs bibliothèques qui sont hyper surveillées, etc. Mais nous on n'est pas exceptionnels non plus, hein. Il y a quelques temps, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un livre qui s'appelle Trop petit qui avait été censuré par Darmanin. Ça avait fait tout un boucan. Il y a d'ailleurs Audrey du Souffle des mots qui en parle sur sa chaîne. Je vous mettrai sa vidéo juste en dessous qui était top. Donc je vais pas faire de redite, mais je vais plutôt me concentrer sur ces livres-là en commençant du coup par le Cid et je vous en parle très vite. Bon en effet, je peux vous en parler très vite. Ça se lit rapidement. Je vais me mettre dehors, ça va être sympa, il y a du soleil. Ici c'est pas trop mal. Il y a du bruit là. C'est quoi ce bruit? Le Cid de Corneille que j'ai terminé. C'est très court. Pour tout vous dire, je l'ai même regardé en ligne. J'ai trouvé une adaptation sur YouTube. Pas incroyable, mais pour moi le théâtre, j'ai vraiment pris cette habitude de le regarder parce que j'ai eu beaucoup de chance quand j'étais au lycée. J'ai une prof qui nous emmenait beaucoup voir des pièces de théâtre. Et du coup, je trouve ça trop bizarre de lire des pièces, mais de pas les voir incarnées. Donc voilà, ça m'a permis de suivre un petit peu. En gros, j'ai lu le livre et en même temps, je regardais la pièce. J'ai trouvé ça pas mal du tout, mais c'est assez court. Ça nous raconte l'histoire de deux familles. Ça se déroule à Séville et on a Don Rodrigue et Chimène qui sont hyper in love. Sauf qu'il va y avoir une très grosse querelle entre leurs deux pères. Ils vont devoir se battre en duel. Sauf que le papa de Don Rodrigue, il est trop âgé pour se battre en duel, donc il va demander de le faire à son fils. Et là, son fils, il va devoir choisir entre protéger sa famille et le côté un peu raisonnable de l'affaire, et à côté, l'histoire d'amour qu'il est en train de vivre avec Chimène, qu'il espère bien épouser. Donc il se retrouve un peu dans un truc, on sait pas trop quoi faire. Finalement, il choisit la raison et donc il décide de tuer le père de Chimène. Vous vous en doutez, ça met un petit peu un stop à leur histoire d'amour. Je ne vous en dis pas trop, si jamais vous avez envie de le lire, hein, de toute manière, là c'est un peu l'intrigue du début. Ce qui est intéressant, c'est comment on a deux personnages qui sont hyper hantés, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas qui savent pas faire la part des choses entre ce que les gens demandent d'eux et leur histoire d'amour qui a l'air très puissante et qui est très belle. Je me souvenais plus, mais c'est dans ce livre-là qu'il y a la citation très connue « Va, je ne te hais point ». C'est Chimène qui dit ça à Don Rodrigue. Elle est folle d'amour de lui, mais c'est la personne qui a tué son père, donc c'est très mal vu qu'elle reste avec lui. Donc elle sait pas trop quoi faire, donc elle est un peu en mode elle demande au roi de lui donner des comptes, etc. Sauf que petit à petit, Don Rodrigue, il va faire pas mal de choses pour le pays et donc être bien vu par la société. Donc le roi, même lui, il va pas trop savoir quoi faire. Donc c'est toute une histoire. Et s'il a été censuré à l'époque, c'est pour pas mal de raisons que je trouve intéressantes. En fait, au moment de sa sortie, c'est un énorme succès populaire. Par contre, c'est un vrai scandale chez les intellectuels. On parle de la fameuse querelle du Cid. Pour vous donner une idée, le Cid, il est publié en 1637. À cette époque, soit on faisait des tragédies, soit on faisait des comédies. Et là, c'est la première fois qu'on a une tragicomédie, pardon. Donc les gens, ils y comprennent pas grand-chose, ils disent « Mais c'est bizarre, il faut se décider, en fait, monsieur Corneille, soit vous faites une tragédie, soit vous faites une comédie, mais d'avoir les deux, en fait, les gens savent pas comment se placer. » Ensuite, comme c'est à l'époque du théâtre classique, il y a 3 règles à respecter. L'unité de temps, l'unité de lieu et l'unité d'action. En gros, tout doit se passer à peu près au même moment, sur 24 heures, avec peu de personnages, etc. Et lui, il rajoute beaucoup d'intrigues avec des personnages secondaires, etc. On lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ensuite, on a le pouvoir royal qui se sent visé, puisque on a dans le livre un roi qui est un peu...
il sait pas trop quoi faire, il prend des décisions, mais c'est un peu à la légère. Et donc on considère que Corneille, il se moque du pouvoir. En tout cas, il donne l'image d'un roi faible ou partial, et ça plaît pas du tout à la cour Louis XIII. Et ensuite, la dernière chose qui pose question, qui pose vraiment limite le plus gros problème, c'est la question morale. Comment est-ce que Chimène, elle peut continuer d'aimer un homme qui a tué son père? Ça paraît incompréhensible pour l'audience, et donc il y a plein de gens qui se disent, bah non, ça c'est pas de la bienséance, ça, dis donc. Les rivaux de Corneille vont donc attaquer la pièce. On y retrouve notamment Georges de Scudéry. Il est accusé de plusieurs choses, déjà de plagiat, ensuite d'avoir fait une pièce qui est complètement immorale, et enfin, je me souviens plus, non-respect des règles, dont je vous ai parlé juste avant. Et ça va être au cardinal Richelieu de s'occuper de tout ce joyeux bazar. Non, là, il y a trop de vent, là. Et le vent, wesh. Le cardinal Richelieu va donc demander à l'Académie française de faire un peu un rendu sur tout ça. L'Académie française, elle est née il y a très peu de temps, donc ça va être l'occasion pour elle de se placer quelque part, d'avoir une place dans le débat public. Alors un jugement est rendu en 1638, même si l'Académie française reconnaît le talent de Corneille, elle condamne la pièce pour son manque de règles et de bienséance. Alors il n'y a pas de censure exacte, je vous ai un petit peu menti. Il n'y a aucun décret royal ni d'ordre du cardinal Richelieu qui interdit fermement la pièce. Sauf qu'après ça, les rivaux de Corneille vont publier des critiques vraiment pas sympa du tout, ça va pas aider la pièce. On dit qu'il n'y a pas de mauvaise publicité, là je pense que Corneille il serait pas d'accord vu dans l'état dans lequel il a fini, 6 pieds sous terre après tout ça. Corneille il se retrouve donc complètement humilié et il se retire de la scène pendant quelques temps. Il va même réécrire quelques passages de la pièce pour que ce soit un peu plus sympa envers le roi, que l'histoire d'amour elle soit un peu plus bon quand même t'as tué mon père c'est pas ouf, donc il essaye de rétablir certaines choses, mais il tiendra à dire si cette pièce j'ai eu raison de l'écrire. Après ça il va décider de publier des choses beaucoup plus traditionnelles et d'aller du côté de la tragédie. Mais en un sens, la querelle du Cid, elle a vraiment forgé le classicisme français, car elle a été utilisée pour fixer les règles du théâtre sous Louis XIV. Donc comme quoi, à son époque, on peut faire scandale, on peut avoir l'impression que ce qu'on fait, c'est pas normal, etc. Ou alors en fait, on est juste en avance sur son temps. Ça m'a fait penser à plein d'autres pièces différentes, forcément Roméo et Juliette de Shakespeare, que j'adore, que j'ai étudié à la fac pour le coup, et c'est pas parce que je l'ai étudié que j'ai pas aimé, bien au contraire. C'est une pièce que j'aime beaucoup, que je vous recommande si vous ne l'avez pas lu. On la connaît tous et toutes un peu dans les grandes lignes, mais elle est très agréable à lire. Et cette histoire d'amour entre deux personnes un peu de clans différentes, mais où l'amour est trop fort, j'ai beaucoup ressenti ça en lisant le Cid. Et finalement, je crois que ça m'a réconcilié un peu avec cette œuvre que j'avais détestée pour le bac. Mais quand même, j'avais eu 17 sur 20, donc c'était pas si nul. Je suis assez fière de moi. Alors pour le deuxième livre, je vais pas faire genre d'aller le lire, puisque c'est Madame Bovary, et je l'ai lu dans le train en arrivant. Alors juste pour un effet de spectacle, je vais changer de lieu et je vais mettre un autre pull. Voilà. Comme ça donne l'impression c'est un peu un autre moment. Je suis désormais dans ce que je considère être la plus belle pièce de la maison, à savoir la bibliothèque. Si vous pensiez que j'avais beaucoup de livres, vous savez d'où ça vient, hein. Voilà. Ma mère aime beaucoup les livres elle aussi. Je suis à moitié ensoleillée, mais j'aime bien. Madame Bovary, parlons-en. Je ne l'avais jamais lu avant, j'en avais entendu parler, et donc là je l'ai lu, et ça nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Emma, qui a été élevée dans un couvent et elle a plein de rêves dans la tête. Vraiment, elle rêve d'avoir une vie romantique comme dans les romans à l'eau de rose, et elle finit mariée avec un certain Charles Bovary qui bosse en médecine mais qui a un job pas ouf. Je vais vous retrouver le titre exact. Voilà, il est officier de santé. Donc elle trouve ça pas dingue. Très vite, elle se dit mais mon mari il est claqué en fait. Elle n'a pas le sentiment de vivre l'histoire qu'elle voulait vivre. Elle devient maman, ça l'amuse pas trop. Et elle sait qu'elle plaît à la gente masculine. Donc très vite, elle va avoir des amants. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque déjà le roman, il s'appelle Madame Bovary. Donc c'est vraiment elle qui est au centre du livre. Et c'est une femme pécheresse. C'est une femme qui va aller tromper son mari. Et son mari, il n'est pas forcément désagréable. On n'a pas un truc dans le livre où on se dit c'est vraiment un connard, du coup c'est normal qu'elle le trompe, même si la tromperie, attention, il n'y a jamais de justification. Mais c'est un peu étrange. Moi j'ai pas su quoi penser du livre. Je l'ai lu en fait dans le train, d'une traite, parce que honnêtement, sinon je sais pas si je l'aurais continué. Je l'ai écouté en livre audio, j'ai trouvé ça beaucoup plus agréable. Je le fais pas mal pour les classiques en ce moment. Et en fait Madame Bovary, elle fait un peu de peine parce qu'elle a plein de rêves, qu'elle clairement ça n'ira jamais nulle part. Et d'un autre côté, c'est vraiment une mauvaise épouse et même une mauvaise maman, donc on se dit ça va être dur de défendre ma rosse. Je reste un peu sur ma faim et je comprends pourquoi ce roman il a choqué. Parce qu'en fait il n'y a pas vraiment une morale. Normalement à l'époque les romans ça devait nous apprendre quelque chose. Il devait y avoir une forme de morale, de leçon. Là il y en a plus ou moins, je vous dis pas parce que c'est vraiment dans les dernières pages et j'étais en mode
pardon, on considère que c'est pas une morale assez forte pour que ce soit considéré vraiment comme un roman de l'époque en fait. Ce qu'on va donc reprocher à Flaubert, c'est donc de nous présenter un personnage avec plein de vices et beaucoup trop de complaisance de son côté. Et ça choque que ce soit une femme infidèle et frustrée qui se retrouve au cœur du roman, et à cette époque, le producteur Pinard déclara que Flaubert faisait de l'adultère un tableau séduisant et une apologie du plaisir. On parle de sexualité, donc oh là là, les gens, ils comprenaient pas ce qui se passait. Donc pour les moralisateurs du 19e siècle, ça passe pas. Flaubert est donc traduit en justice le 28 janvier 1857 devant le tribunal de Paris. Son avocat plaide que c'est pas du tout une apologie du vice et qu'à la fin, il y a une morale. Il y a quand même quelque chose de tragique dans le destin d'Emma. Et la bonne nouvelle pour Flaubert, c'est qu'il est acquitté. Donc il n'y a pas eu de censure au sens strict du terme. Il n'a jamais été ni interdit, ni coupé comme ça a pu être le cas pour Corneille juste avant. En fait, avec ce procès, Madame Bovary, c'est un roman qui est complètement rentré dans la légende et qui permet de découvrir le roman moderne où justement on change un petit peu la trame des bouquins. Ce qui se passe en plus, c'est que ce roman il est publié en roman feuilleton, donc ça passe par la presse, et donc le ministère de l'Intérieur de l'époque a tiré la sonnette d'alarme, étant alerté par la presse conservatrice qui considère qu'il y a des scènes complètement indécentes. C'est un procès qui s'est déroulé sur une seule journée mais qui a eu un impact immense, et en fait c'est une étape majeure dans la reconnaissance du réalisme. Flaubert est acquitté et on se rend compte qu'avec l'art, on peut dépeindre ce qui se passe dans la vraie vie, tout simplement. La littérature et le roman, ils sont plus là pour nous faire la morale, ils sont là juste pour peut-être nous détendre ou nous raconter des trucs. Alors pour Flaubert, c'était son premier roman, donc quand même super accueil, et c'est devenu le roman français le plus traduit et le plus étudié. Bon, j'ai un peu le soleil dans la gueule, mais du coup c'est marrant, j'ai eu un peu envie de mettre en perspective à chaque fois avec un autre livre, parce que souvent ça me faisait penser à un autre livre, et là je pensais à Bel Ami, où c'est plutôt l'histoire d'un homme qui essaye de grimper dans la société, qui pour ça séduit plein de femmes, donc c'est considéré comme indécent, etc. Mais lui, il arrive à ses fins. Est-ce que c'est parce que c'est un homme? Je ne sais pas. C'est deux histoires très différentes, avec d'un côté Emma qui elle est une femme de province et qui essaye de vivre un petit peu son rêve, et à côté Georges qui lui est à Paris et qui a envie de faire partie un petit peu du gratin quoi. Du côté d'Emma, son ambition elle passe par la passion et le romantisme, alors que pour Georges, c'est de la séduction et de la manipulation. Mais sans vous spoiler la fin, en tout cas tous les deux finissent frustrés et insatisfaits. De son côté, Flaubert va nous parler de la bourgeoisie provinciale qui elle est hypocrite, étouffante et sans grandeur. Quant à Maupassant, il va s'attaquer à la bourgeoisie parisienne cette fois et montrer à quel point elle est corrompue, vénale et dominée par le sexe. En tout cas, les deux romans se foutent bien du monde bourgeois. Je trouve que les deux mis en perspective, ça me donne très envie de relire Bel Ami, qui est un roman que j'adore. Un autre d'ailleurs dans mes préférés de chez préférés, c'est Le portrait de Dorian Gray, qui pareil montre comment est-ce qu'on peut essayer de se faire grandir dans la société. Il y a Martin Eden aussi, bref, j'aime trop ces thématiques-là où quelqu'un essaye de gravir un peu dans la société pour plein de raisons différentes. Et c'est ça qui est quand même touchant avec Madame Bovary, c'est qu'elle veut pas grimper dans la société, elle veut juste vivre de grandes expériences, elle veut tomber amoureuse, elle veut vivre de la passion, et c'est ce qu'elle va chercher pendant tout le livre, mais à ses dépens, j'ai envie de vous dire. Le dernier livre que je vais lire, c'est J'irai cracher sur vos tombes. C'est le dernier jour où je suis chez mes parents, donc il ne faut pas trop que je traîne, puis je vous en parle très vite. Attendez, je vous montre. Bah alors, c'est un peu pépère. Écoutez, je viens de finir J'irai cracher sur vos tombes de Boris Vian. Et c'est particulier, très particulier, mais je vais vous en parler un peu. Ça nous raconte l'histoire de Lee Anderson. Oui, bonjour. C'est un jeune homme à la peau blanche, mais qui est métis, et l'un de ses frères a été tué, et il va vouloir prendre sa revanche. Tout ça, ça se passe aux États-Unis, donc son frère il s'est fait lyncher, plus précisément. Et donc il va vouloir se venger dans ce monde de blanc. Il arrive dans une ville américaine où il séduit les femmes, il boit énormément, c'est vraiment sexe, drogue et alcool quoi, ce livre. Et il va notamment se concentrer sur deux jeunes femmes. Attendez, je vais baisser comme ça vous allez le voir un petit peu. Ouais, voilà. Il a une sorte de fascination un peu bizarre pour deux jeunes femmes. Et ouais, cette histoire de revanche, il va essayer de la prendre. C'est un livre un peu tragique, très particulier. Déjà pour son contexte, il a été écrit en seulement quelques semaines par l'auteur. Et en fait, il a été publié un peu comme une blague, comme un canular. D'ailleurs, rien que la semaine dernière, j'ai publié une vidéo sur une histoire d'arnaque littéraire, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et là, c'est un peu la version à la française d'un énorme canular, en tout cas qui a eu lieu, où en fait Boris Vian s'est seulement fait passer pour le traducteur d'un livre. Ce livre, J'irai cracher sur vos tombes. J'ai du mal. En fait, avant la publication de ce livre, Boris Vian, il écrit déjà, mais
il a du mal à trouver des lecteurs et des éditeurs. Alors il décide de jouer avec le système, puisque en cette période, la France elle idolâtre les récits américains. Ils adorent les romans noirs, comme ceux de Chandler par exemple, donc il se dit, je vais en écrire un. Il invente donc de toutes pièces avec son éditeur, un auteur qui s'appelle Vernon Sullivan, qui aurait donc écrit ce livre, et Boris Vian serait seulement le traducteur. Pour rendre tout ça plus choc, il explique que ce fameux Vernon, il a été interdit de publication aux États-Unis pour obscénité. Et ça, vous savez ce que ça fait en général, ça donne envie aux gens de lire. Dès que le roman sort, il y a énormément de critiques qui sont faites, c'est beaucoup trop violent, il y a beaucoup trop de scènes de sexe, de drogue, vraiment il y a beaucoup de problèmes avec ce livre. Il n'y a pas de morale, pas de quoi se repentir, ça rappelle un peu Emma Bovary. Mais comme quoi, le fait que les gens critiquent ouvertement le livre et qu'on sente que la censure approche, eh bien ça donne envie aux gens de le lire, ou en tout cas au moins d'acheter le livre, histoire de voir, de savoir de quoi il en retourne, puisqu'il se vend à plus de 100 000 exemplaires. Ça va mon chien? Sauf que 3 ans après la publication du livre, en 1949, il y a un fait divers qui va tout faire changer. Un homme va tuer sa maîtresse, avec des circonstances qui rappellent le roman, et sur sa table de chevet, qu'est-ce qu'on retrouve comme roman? Celui-ci. Le roman est interdit pour outrage aux bonnes mœurs, et Boris Vian est attaqué en justice. Jusqu'ici, pour Boris Vian, franchement, c'était juste de la rigolade, il voulait faire son petit canular, mais là ça devient sérieux. Il est condamné à une amende de 100 000 francs, ce qui représente à peu près 150 000 € aujourd'hui. Le roman est saisi, interdit de vente et retiré des librairies. Et de ça, Boris Vian il dit « On m'a pris pour un pornographe alors que je voulais écrire une tragédie ». Pour lui, son livre, il pensait que c'était assez louable, en tout cas ce qu'il voulait transmettre. Déjà, l'idée c'était de dénoncer le racisme américain, de se moquer aussi du puritanisme français où on se vend des livres sous le manteau. Et il réfléchit aussi dans ce livre à une manière de parler de la violence et de la vengeance comme un moteur humain. Il y a d'ailleurs eu une adaptation de son roman. Boris Vian n'aimait pas du tout l'adaptation, il la trouvait pas dingue du tout, il voulait pas que son nom y soit associé. Finalement, il est allé à l'avant-première du film et il est décédé pendant, puisqu'il a fait un arrêt cardiaque au milieu de la séance. Il aura jamais vu le film en entier. C'est un livre honnêtement sur lequel j'ai du mal à vous donner un avis. Je pense que déjà le fait qu'il ait été écrit en quelques semaines, ça se ressent. Il y a des moments, je trouve, c'est un peu... faut naviguer quoi, ça part un peu dans tous les sens. J'ai trouvé ça hyper vulgaire. Ça, je ne vous le cache pas. Oui, bonjour. Très vulgaire et ça m'a rappelé beaucoup Orange Mécanique, dans la dynamique très violente, un peu de personnes qui se rebellent contre le système. En fait, dans les deux cas, les deux personnages principaux de ces livres, ils utilisent la violence, mais c'est pas gratuit, mais en tout cas c'est un exutoire. Dans J'irai cracher sur vos tombes, ce qu'on va critiquer, c'est le racisme, l'hypocrisie et le puritanisme français, et dans Orange Mécanique, c'est la société autoritaire et technocrate. En fait, on retrouve des thèmes qui sont très similaires, déjà le sexe comme outil de manipulation et surtout de domination. C'est très fort dans les passages, enfin c'est très cru, et donc du coup, ça, on l'étudie pas trop au bac par exemple, c'est plus un livre qui va être étudié à la fac, mais avant ça pas du tout parce que c'est toujours pas considéré comme très ok comme lecture. Oui. Et en fait dans les deux cas, il y a un style vraiment provocateur, presque jubilatoire, qui fait qu'on est assez décontenancé je trouve en tant que lecteur parce que c'est difficile de se rendre compte de l'impact que va avoir toute cette violence. Enfin, est-ce que cette violence, elle va servir à quelque chose, entre guillemets? Et donc du coup, c'est un peu de la surenchère sur de la surenchère. Ben oui, je sais, mon chien. Et moi, j'avoue, j'ai pas trop aimé. Orange Mécanique, j'avais vu le film avant de le lire. Et franchement, le film, il m'avait traumatisée. Et quand il est sorti, d'ailleurs, le film fait par Kubrick, il y a eu énormément de polémiques. Et le livre, j'ai plus aimé. Mais parce que je m'attendais à cette violence. Là, je m'attendais pas à ça, et je me suis pris un peu une claque. On a un peu aussi dans les deux cas quelque chose autour de la fatalité que je trouve assez intéressante. Je suis contente de l'avoir lu parce que ça faisait longtemps que j'en avais entendu parler et vu le contexte du livre, oui bébé, c'était intéressant, mais voilà, ça me donne peut-être envie de découvrir d'autres de ses livres qui sont un peu différents, genre L'écume des jours, pareil, un de ses romans qui est très connu, mais celui-ci, je pense que c'est pas trop pour moi. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie de découvrir des livres censurés ou en tout cas des livres qui ont été un petit peu bousculés au moment de leur publication. C'est intéressant de voir que dans certains cas ça devient des classiques et vraiment des références qui permettent de faire progresser la littérature. Donc voilà, j'étais trop contente de faire cette vidéo. En plus, j'ai passé un peu de temps chez mes parents donc ça m'a fait du bien, c'était trop chouette. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!